début des années 70. Debout sur une charrette tirée par un cheval, Francisca Cortés Pizarro, connue comme la Paca, échappait au galop de 3 patrouilles de la police franquiste. Ici commence le premier épisode d'une histoire délictuelle qui va s'étendre durant des décennies. La Paca naît dans une famille très pauvre, famille nombreuse dont elle est l'aînée. Tout de suite, elle commence à se débrouiller pour ramener de l'argent à la maison. Elle danse dans les bars pour quelques pièces. Et très tôt, comme c'est habituel chez les gitans, elle va se marier et avoir des enfants. Quel est votre souvenir le plus heureux? Quand j'ai eu mon fils, le premier? Oui, le premier. Quel âge aviez-vous? 14. En 1987, la Paca va être condamnée à 4 mois de prison pour vol. Son mari, José Fernández Cortés, est en prison, lui condamné à 7 ans pour vol avec violence. Leurs enfants vont survivre avec l'aide des services sociaux, 10 000 pesetas par mois, 60 €. En prison, la Paca va apprendre à lire et à écrire très rapidement et elle va comprendre qu'elle doit faire du fric. Bien sûr, je me dirige vers le mal, parce que c'est vrai, c'est le mal. Mais ce mal, je l'ai ramené, car, enfin, j'avais 5 enfants, non, 6. Et la faim m'a fait... Enfin, je voyais des gens qui donnaient bien à manger à leurs enfants. Et moi, je devais partir avec une charrette et un cheval à la recherche de ferraille. Et que les autres sortaient avec une banane et mes enfants ne pouvaient pas en manger. C'est dans les années 80 que la Paca va rentrer à fond dans le monde de la drogue. Un moyen de survivre, un business mortel qui très tôt va se convertir en une arme de pouvoir et contrôle du bidonville où elle habite. Come mi mare lloviera, y c'era un dedito de mi mano y el que me falta le, Les clans gitans ont un caractère autoritaire et le patriarche a tous les pouvoirs. Le patriarche de Sombania, c'est El Tío Kiko, l'oncle de la Paca. Ce qui va donner à la Paca, à la mort du patriarche, une autorité et un pouvoir dans le monde gitan et surtout dans son quartier. Vous l'avez connu, car vous faisiez partie de la famille du Tío Kiko, une personne qui se faisait respecter. On pourrait dire qu'il fut le dernier patriarche de Sombania. À partir de là, il y a eu un vide de pouvoir, on peut dire. Et c'est là où, quand on demandait qui est le patriarche, qui commande à Sombania, on disait toujours la Paca. C'est ce qu'il disait, mais commander, non, c'est pas commander. Moi, toujours, quand j'ai lu le journal et j'ai entendu quelqu'un qui a dit « Toi, tu es la chef », ça m'a enragé. Au début, Sombania est un bidonville très marginal, avec une haute addiction à l'héroïne, ce qui va produire une grande mortalité, surtout entre les hommes du poblado. Ceci explique pourquoi beaucoup de clans étaient dirigés par des femmes, les hommes étant morts ou emprisonnés à cause de cette héroïne.
À l'âge de 30 ans, le mari de la Paca va mourir d'une overdose. Et la Paca va prendre les rênes de la famille Cortés et du bidonville à ce moment-là. Pour qu'une femme arrive à avoir ce statut dans le poblado, elle doit être une femme intelligente, avec beaucoup de recours. Non, ce n'est pas des recours. Si vous vous faites respecter, on va vous respecter. La drogue rentre par bateau, dans des voitures et des camions avec des doubles fonds. C'est la forme la plus habituelle d'entrée de héroïne et cocaïne dans l'île. Mais c'est vrai qu'il existe d'autres organisations qui utilisent des voiliers, des yachts, d'autres moyens. À la fin des années 80, l'héroïne a provoqué la mort de milliers de personnes. Le clan de la Paca, principal distributeur de l'héroïne à Majorque, va se consolider comme le groupe le plus influent de Son Baña. Avec l'addiction à l'héroïne, vont arriver à Son Baña los puntos o aguadores, des toxicomanes qui, en échange d'une dose, alertaient de la présence de personnes suspectes ou des flics. Deux d'entre eux vont avoir beaucoup d'importance dans notre histoire un peu plus tard. La loi de la Paca va s'instaurer dans le poblado. Si quelqu'un désobéissait au clan, les représailles étaient très fortes. Le noyau dur du clan est composé par ses frères, dont elle est l'aînée. Dans un deuxième niveau, on trouve les enfants de la Paca, la Guapi, el Chirri, el Evangelio, el Chencho, el Ico. Dans les années 80, on commence à parler d'une épidémie, le fléau de l'héroïne. Et les toxicomanes vont se débrouiller pour obtenir leur dose coûte que coûte. À ce moment-là, les délits se multiplient dans l'île et beaucoup de ces bijoux et biens issus de ces vols effectués dans des domiciles et établissements vont finir dans les poches de la Paca, qui n'a aucun problème à échanger ce butin contre de la drogue. Les bijoux vont se convertir en monnaie courante dans le poblado et la Paca va amasser une fortune en argent et bijoux. Les maisons de Son Baña, délabrées et insalubres, cachaient de grandes quantités d'argent et de bijoux que le clan acceptait comme paiement de toutes sortes de drogues. C'est en enquêtant sur des vols que des membres du groupe anti-braquage de la police arrivent au poblado en quête de pistes. La haute mortalité causée par l'héroïne va obliger à la matriarche à réinventer le supermarché de la drogue de Son Baña. Avec une demande toujours croissante, la cocaïne devient un immense business. Et ce ne sont plus que les héroïnomanes qui visitent le poblado. Avec la cocaïne, le bidonville de Son Baña va réconcilier toutes les couches sociales de l'île. Une fête nocturne où se retrouvaient jeunes et adultes, riches et pauvres, célébrités et anonymes. 12 millions de touristes en quête de fiesta visitent chaque année Majorque. Surtout la nuit, on voyait un défilé de voitures, beaucoup de voitures de haute gamme, qui faisaient la queue dans le poblado pour acheter de la drogue, surtout de la coke. L'argent rentre à flot.
Ni ici, ni autre part, on ne peut pas l'éliminer. On peut essayer de bien gérer El Poblado. Mais la drogue, dites-moi, dans quel quartier on a pu éliminer la drogue? Si vous en connaissez un, dites-le moi. Aucun. Tout le monde est au courant de ce qu'il se passe à Son Bagna. Citoyens, police, politiques, journaux. Mais ça arrange tout le monde, ce point de vente au milieu de nulle part, géré de main forte par la PACA. On disait que la PACA avait un carnet noir où elle notait tous les noms de ceux qui approchaient le Poblado, soit pour acheter de la drogue, demander de l'argent ou d'autres types de business. À Son Bagna, on vote, je crois que c'est au PP. Pourquoi? Tous? Non, je ne crois pas tous. Parce que là-bas, quand ils arrivent au moment des élections, et ils te disent on va faire ci, on va faire ça, et je vous promets ceci, et cela, et je vous promets l'or. Et une fois qu'ils ont pris les votes, ils ne se rappellent plus de Son Bagna. Et de una vez que han cogido los votos, ya no se acuerdan de Son Bagna. Le clan de la PACA a ses caprices et ils peuvent se le permettre. Isco, un des fils de la PACA, lui, c'est les voitures et les bordels. Il va même rentrer dans un bordel en tirant des coups de feu pour une petite histoire. Il se fera arrêter. No me grabes más, perro. Le caprice de la PACA, c'est les animaux exotiques, surtout deux singes qu'elle adore. Pasa, ¿no? Sí, lo baño, le pongo su paquete, le doy su biberón y a la cama. Pour les frères de la PACA, Isidro Cortés el Moreno et Juan Cortés el Loco, ce sont les coqs de combat et les chevaux leur kiff. Ils vont posséder une écurie de chevaux qui va remporter plusieurs prix très importants. À la fin 2001, la pression policière va obliger aux frères Cortés à vendre leur écurie. Cette femme, sans études ni formation, a monté une structure de travail hiérarchisée et contrôlée au détail. Elle va savoir s'entourer d'experts, avocats, économistes, afin de laver tout cet argent. Une part de l'argent du clan va être enterrée dans le bidonville. Le clan de la PACA, avec l'aide de ses experts, va blanchir sa fortune à travers des centres de lavage de voitures principalement, mais beaucoup d'autres types d'affaires. On sait qu'elle possède au moins 30 propriétés dans l'île. On dit aussi qu'elle est la propriétaire d'une entreprise de construction. Le clan possède aussi des bars et des restaurants. Le plus connu, Cam Matías, sur la route de Manacor, très populaire entre les autochtones. L'année 2001 va supposer un point d'inflexion pour le clan de la PACA. Un toxicomane va signaler à la police exactement les points de vente à Son Bagna. Cette information va impulser dans la police une nouvelle enquête sur le clan de la PACA. Non seulement sur le trafic de drogue, mais aussi sur leurs biens et le capital. La police nationale, fatiguée de ne pas avoir accès au Poblado, car Son Bagna est très dangereux pour la police et les agents judiciaires, ils sont reçus très violemment et n'arrivent pas à maîtriser le Poblado.
La police va exploiter tous les recours possibles et assaillir le poblado dans une intervention sans précédent, l'opération San Quintín. À la tête de cette opération, l'inspecteur Antonio Suárez. Le 31 octobre 2001, un match de foot entre le Majorque et le Panathinaikos va avoir lieu. Plus de 50 effectifs de police, hélicoptères, chiens vont arriver à Majorque depuis la péninsule. Léo Biagini marque à la minute 50 le but de la victoire pour le Majorque. La police nationale collapse le poblado. Ce 31 octobre 2001, à 14h30, un impressionnant contingent d'agents anti-émeutes va cette fois-ci empêcher toute résistance dans le clan de la drogue. 150 agents de police, 10 chiens, 2 hélicoptères, 6 mois d'enquête et 50 secondes pour encercler le poblado. Dans l'opération San Quintín, la police va intervenir des centaines de doses d'héroïne et de cocaïne, de l'argent et 6 kilos de bijoux. On va retrouver aussi quelques armes et 49 voitures de haute gamme. Mais aucune trace de la matriarche, comme c'est habituel quand il y a une descente de police à Sambania. Et pourquoi on ne pouvait jamais vous trouver? Eh bien, je ne sais pas. Peut-être parce que la police est bête. Ou parce que les gens sont très vifs. Ah oui, aussi. Et vous, que croyez-vous? Eh bien, je ne sais pas. Mais je sais qu'on ne pouvait jamais nous retrouver. L'opération San Quintín va faire 18 détenus. La plupart du clan de la Paca. Grand coup pour le clan, mais un fait va passer inaperçu et qui va avoir un sens 5 ans plus tard. La présence du chef de la brigade anti-braquage, l'inspecteur José Gómez alias Pepote. L'instruction qui va suivre finira en procès 5 ans plus tard. Ce procès va se solder pour le clan de la Paca en peine d'amende pour blanchissement. L'amende va s'élever à 600 000 € et chaque mois, la Paca va payer religieusement 20 000 € et personne ne va lui demander la provenance de cet argent. Loin de s'éloigner du commerce de la drogue, la Paca va sortir renforcée. Les années postérieures à l'opération San Quintín sont les années où la fortune de la Paca va grandir exponentiellement. Ils vont blanchir moins d'argent et vont enterrer de grandes quantités dans le poblado. Ce sont des années d'impunité, de rivalité et vengeance entre clans. Ce sont des années de silence et de peur. La Paca ne passe pas par la case prison. Par contre, d'autres compétiteurs du clan, eux, vont aller en prison. La Paca va devenir confidente de la police. Les clans rivaux de la Paca vont tomber et son clan restait intouchable. Pour avoir ce pouvoir, tu as besoin de complicité. La matriarche cachait 6 millions d'euros enterrés entre la paille et le fumier d'une écurie au poblado. Cet argent provenant évidemment de la vente de drogue. Mais rien ne laissait penser à la Paca qu'un 17 avril 2006, un groupe de toxicomanes allait faire un coup, défiant ainsi le pouvoir du clan.
Ce coup, on va le connaître comme le cas Sonbagna. Les vedettes de cette road movie sont Bruno et Nicoletta, un couple de toxicomanes qui fréquentent Sonbagna. On les accuse d'avoir volé des millions au clan. Bruno et Nicoletta vont apprendre que le clan cachait de l'argent dans des trous. Une trahison? On ne sait pas, mais la piste pour trouver le trésor n'était pas simple. L'argent était caché dans un endroit où on ne pouvait y accéder que s'il pleuvait. Ils vont déchiffrer l'énigme. Les toxicomanes vont creuser vite un trou près des écuries. La pluie avait ramolli le sol. En quelques minutes, ils vont retrouver l'argent. Avec l'aide d'un chauffeur de taxi appelé Vicente, ils vont se diriger vers Santa Ponsa. Ils vont s'arrêter dans un supermarché et vont dépenser 686 €. Et ils vont se réfugier à l'hôtel Holiday Center, chambre 144. Rien ne leur faisait penser que quelques heures plus tard, leur chance allait changer. Quelqu'un à Sonbagna alerte. On nous a volé le fric! Et là commence une folle course pour traquer les voleurs. Tout le monde savait que la PACA devait punir cet affront durement et exemplairement. Pendant que Bruno et Nicoletta se cachaient à l'hôtel, les rumeurs dans le poblado vont pointer un Paraguayen, Ignacio Duran, maréchal ferrant qui avait réalisé des travaux dans l'écurie du clan. La PACA est très en colère, elle ne peut pas permettre cet affront. Elle va ordonner l'enlèvement de Ignacio. Des membres du clan vont aller séquestrer Ignacio, mais vont ramener aussi sa femme à Sonbagna. Pendant des heures et des heures, ils vont les torturer, les menacer de mort. Mais ils commencent à comprendre qu'ils se sont peut-être trompés de cible. Et la PACA va faire sa propre enquête et va approfondir sur une piste, celle d'un taxi et d'un toxicomane appelé Bruno. À 3 h du matin du 19 avril, on va libérer Ignacio, mais avec un pacte, le silence en échange de sa vie. Une nouvelle chasse commençait, une chasse bâclée, vous allez voir. 3 membres du clan, El Moreno, El Charlie et El Juan, vont retrouver le chauffeur de taxi et le menacent. Tout de suite, le chauffeur va leur dire où retrouver les toxicomanes, qui apparemment venaient de planquer une partie de l'argent dans un coffre d'une banque. Coup de chance, les 3 hommes du clan vont surprendre Bruno et Nicoletta près de l'hôtel. Les menaçant avec leurs armes, ils vont les obliger à monter dans la voiture. Un témoin, un passant, va alerter la police. Le clan prend la fuite. Ils sont enragés et ne pensent pas vraiment clairement. Ils vont s'arrêter dans une station-service rue Aragon à Palma. Très peu de temps après, la PACA, son fils Ico et son compagnon El Tarta arrivent. Et la PACA commence un interrogatoire. « Vous nous avez volé, où est l'argent? On va vous tuer si vous vous taisez !» Mais encore une gaffe de la part du clan. Bruno et Nicoletta arrivent à s'échapper. Ils arrivent à sortir de la voiture et alertent un policier qui voit l'action, les cris et il intervient. Et la police en bloc arrive à la station-service. La police est confuse et ne réalise pas encore l'ampleur de l'affaire. La justice va ouvrir une enquête pour séquestration, mais ils ne sont pas bien sûr au courant du vol qui a été commis. Les gitans, évidemment, ne vont pas porter plainte pour vol. À partir de cette affaire, on regarde avec une loupe tous les membres du clan. On va leur imputer divers délits graves. Nacho, notre Paraguayen, va à l'hôpital se soigner et il se rend compte qu'il est suivi par des gitans et il va paniquer. Il pensait que l'affaire était réglée. Le 20 avril 2006, Ignacio arrive au commissariat et va dénoncer la PACA et son clan. Il va tout raconter, le vol, les coups, les blessures, les menaces.
Donc, le 20 avril 2006, Ignacio arrive au commissariat pour dénoncer la PACA et son clan. Et c'est José Gómez Navarro, chef des anti-braquages, qui prend sa déclaration. Est-ce que c'est un hasard que le flic qui avait comme confidente à la PACA s'implique dans ce cas? Où sont les limites entre confident et police? José Gómez était considéré dans la police et la justice comme un mythe, le flic parfait. Donc Pepote prend la plainte de Nacho et il va l'inciter à prendre conseil auprès d'un avocat, qu'il a le droit de réclamer des sous au clan pour tout ce qu'il a enduré durant son enlèvement. Curieusement, Nacho va prendre une avocate, María Ángeles López, qui, bingo, est la compagne du grand flic. L'avocate va commencer une série de conversations avec la PACA et son entourage. Elle leur dit tout droit, ces gens-là, ils veulent de l'argent. Si vous leur payez pour récompenser les blessures qu'ils ont souffert, ils oublient tout, ils partent et tout est fini. Au début, ils vont demander au clan 2,5 millions d'euros, somme qui va être rabaissée à 600 000 euros. La stratégie était claire. D'un côté, le grand flic José Gómez, avec l'aide de sa compagne, allait extorsionner la matriarche. Parallèlement, Pepote allait profiter de son influence pour dévier le cas de son cours légal. La finalité, garder une partie de l'argent de la matriarche, faire en sorte que Nacho disparaisse et qu'il ne déclare pas contre le clan. La PACA a une peur bleue d'aller en prison, il le sait et il va en profiter. Pepote va se réunir avec la PACA plusieurs fois. Il pressionne le clan et leur dit qu'ils ont commis des délits très graves, qu'il y a une plainte qui implique 20 personnes du clan, qu'elles risquent 20 ans de prison. Mais bien sûr, il la rassure aussi. Il lui parle de ses liens avec le juge, avec les enquêteurs, et qu'il peut bien sûr, s'il y a un arrangement extrajudiciaire et avec une indemnisation juteuse, il peut faire que l'affaire soit classée directement. Mais tout n'est pas si simple. Le juge Castro ainsi que la direction de la police commencent à avoir des trucs louches et 2 policiers importants vont se pencher sur cette affaire. L'inspecteur Tony Suárez et le chef supérieur Elifio Améz. Ils vont enquêter ce réseau de chantage. Comment le chef d'anti-braquage arrive à orchestrer cette affaire? Et comment ses collègues de la police à découvrir l'implication de Pepote avec la PACA? Il commence par se demander si les apparitions de Pepote dans les descentes de la police antidrogue étaient spontanées et fortuites. Pendant l'enquête, ils arrivent à avoir des déclarations de certains témoins qui, direct ou indirectement, ont participé aux faits, ce qui va leur donner la certitude que cette affaire pue. Cette découverte va être très dure à encaisser, c'est la chute d'un mythe. Pour moi, ça a supposé un coup très dur. Oui, car c'était un policier très ami. On avait mangé ensemble. Non seulement le policier, mais aussi la compagne du policier. On avait un grade de confiance et jamais je n'aurais pu supposer ni avoir des doutes. Mais il me l'a bien joué. Teníamos un grado de confianza y que yo nunca hubiera podido sospechar nada de él, pero mira, me la jugó. L'extorsion à laquelle était soumise la PACA pourrait n'avoir pas de fin. La PACA avait remis à Pepote au moins 2 magots de 300 000 euros. Beaucoup de millions de pesetas pour la PACA. On va écouter les déclarations au procès pour cette affaire de Josefa Cortés, la Parrala, nièce de la PACA, de qui on va parler encore un peu plus tard. Trajimos el dinero, lo pusimos encima de la mesa, se cayó 1 millón en el suelo, ya porque mi tía estaba muy extorsionada, estaba muy asustada, prácticamente es que le tenía miedo a ese hombre. La PACA est de plus en plus en colère. Se faire arnaquer par un flic avide.
Elle commence à tracer un plan dans sa tête. On va écouter les déclarations de la Guapi, la fille de la Paca, au procès Sombania. Notez les gros seins de la Guapi. No es normal que un policía te diga que tienes que darle 300 o 400 millones. Si, perdone que le diga esto, si usted ve una persona que le pida 300 o 400 millones, es una cosa de lógica. La Paca va parler de son plan à sa fille, la Guapi. Elles vont enregistrer les conversations avec Pepote pour le piéger et se protéger. Elles vont aller dans un grand magasin et vont acheter un petit MP3 pour enregistrer Pepote. Elles vont prendre rendez-vous avec l'inspecteur sur une place publique et vont faire parler Pepote. La Paca ne savait pas si l'enregistrement allait être bon. Les deux femmes ont peur. La Guapi va cacher l'appareil entre ses gros seins, mais elles craignent que cela étouffe le son. À un moment donné, le téléphone de Pepote sonne et cela produit des interférences. Et là, elles pensent qu'elles se sont fait griller. Mais non, vous allez voir. Lo que yo quería era pagar para que dijeran la verdad, porque si no, no tenía sentido de yo haberle pagado a esto o grabar a esta persona. La Paca va entretenir des conversations avec la police judiciaire et leur parle de l'enregistrement. La police et le juge vont convaincre la Paca de leur livrer la preuve qui incrimine Pepote. Et sûrement, avec ce geste, elle allait bénéficier de conditions spéciales s'il y aurait un procès. Avec cette preuve, elle va faire tomber le flic mythique. On va écouter une petite conversation de Pepote avec la Paca. Hablando con el juez, y esta gente no se ratifica, incluso dice que los temas no fueron tan gordos, tal, incluso diciéndolo de otra manera, esto va a quedar en nada. Avec ces diverses preuves en main, la police va faire une perquisition chez Pepote et sa compagne et on va retrouver de l'argent dans le coffre-fort qui a l'empreinte des clans. Le cas Sombania va être un grand revers pour la matriarche. Après toutes les arrestations, cette affaire était close en attente du procès. Une histoire de vol et vengeance qui vont exposer au grand jour une faille dans l'incorruptibilité de la police. La matriarche, en échange d'une caution de 180 000 €, ne va pas rentrer en prison préventive. Elle va payer 18 000 € tous les mois. D'où venait l'argent pour payer cette liberté conditionnelle? « 2007 et 2008 sont des années où le clan de la Paca va se convertir en un des plus grands groupes organisés du trafic de drogue sur les Baléares. Ces tentacules arrivaient à la péninsule et sûrement jusqu'à l'origine de la marchandise, en Amérique et en Asie. Le bidonville de Sombania s'était converti en un endroit sans loi. En 2008, la plus grande opération anti-drogue réalisée à Majorque va révéler tout un réseau de narcotrafiquants internationaux. L'opération va être baptisée Opération Kaboul. L'opération Kaboul débute quand la Guardia Civile obtient une information confidentielle qu'un certain narcotrafiquant de la Catalogne, El Choupi, va se rendre à Palma, négocier la vente d'une bonne quantité de drogue. Une enquête était déjà en marche depuis des mois. La Guardia Civile avait intervenu 145 téléphones. Un travail tédieux, mais qui va porter ses fruits.
La PACA reçoit très peu d'appels en relation avec la drogue, pratiquement aucun. Ses fils, surtout Ico, sont beaucoup plus imprudents. On va écouter Adrián Salazar, procureur antidrogue qui a instruit divers cas sur la PACA. Pocas veces se pone o interviene directamente Francisca Cortés Picazo, que prefiere, como todos los jefes, mantenerse en un segundo nivel. Habla siempre únicamente a través del teléfono de Ico, o en un caso concretamente a través del teléfono de Jesús Vázquez Galán, pero hay múltiples referencias que se refieren claramente a ella, en la que es ella la que tiene que dar el consentimiento, que es ella la que tiene que dar la aprobación para las transacciones, que es ella quien tiene que pagar, etc. Donc, un fournisseur appelé Jesús Vázquez Galán, alias El Chupi, arrive de Barcelone pour négocier une cargaison pour la PACA. Ils vont se rencontrer chez la PACA et les négociations commencent. El Chupi va appeler son boss à Barcelone, El Dani, Daniel Rodríguez Caro, et va passer le téléphone à la PACA, qui ne se méfie pas, elle se sent en sécurité, ce n'est pas un téléphone du clan. Ils sont grillés. Mon capitaine, l'intervention téléphonique de la PACA est positive, on la tient. La PACA ha sido positiva, la tenemos. Le 3 juillet 2008, plus d'une centaine de membres de la Guardia Civil vont envahir le poblado de Sombaña, dans la plus grande opération antidrogue de l'île. La Guardia Civil se réunit dans une zone obscure, en silence, pas trop loin du poblado, dans une route secondaire où ils vont distribuer tout le monde. Et ils vont rentrer d'abord avec des voitures de camouflage, très rapidement. Et chaque voiture va bloquer une maison ciblée. Il faut être très rapide, car détruire la drogue ne prend pas trop de temps. Durant plus de 7 heures, les agents vont perquisitionner plus de 35 domiciles. L'opération va se solder avec une trentaine d'arrestations. Mais aussi avec l'image la plus attendue, la PACA arrêtée et menottée. L'été 2008 va marquer un point d'inflexion pour le clan et surtout pour la PACA. Le procès Kaboul va s'ajouter au précédent, le cas Sombaña. L'impunité et la chance de la PACA sont sur le point de se terminer. L'opération Kaboul va démanteler plusieurs réseaux, des pourvoyeurs comme à Barcelone où une partie du clan des Djokovic va être inculpée. C'est la fin d'une époque. Tout le clan de la PACA va rentrer en prison. Et cette fois-ci pour trafic de drogue. La grande peur qu'avait toujours eu la PACA d'aller en prison va se convertir en réalité. En attente du macro-procès de la drogue aux Baléares, la PACA et son clan, cette fois-ci, ne vont pas pouvoir payer de caution pour éviter la prison. On va même appliquer la loi antiterroriste à la PACA, c'est-à-dire on va la transférer depuis l'île de Majorque à une prison à Alicante. La police a peur qu'elle puisse toujours gérer le trafic de drogue depuis la prison de Palma.
Pendant que la PACA était en prison en attente du procès de l'opération Kaboul, la sentence du cas Sombania va frapper en pleine gueule le clan. Elle, qui avait collaboré avec la police pour impliquer le flic pourri qui l'extorsionnait, bien sûr en échange aussi d'une certaine promesse de clémence de la part de la justice, elle voyait comment tout lui explosait en pleine figure. Presque tous les impliqués du cas Sombania vont prendre des peines de prison. Le clan est fâché. No la hay, aquí no hay justicia, lo han juzgado ellos, no la justicia. Esto no es justicia. Han sido ellos, su convención moral, lo han juzgado. No hay justicia, porque si fuera estado callada no me fueran juzgado, si fuera estado callada. No hay justicia, es una mierda la justicia. Es una mierda. ¡Hijo de puta! Estáis contentos, ¿visto? Ya está. Ya se acaba la historia. La PACA va être condamné à 22 ans de prison. Lui, Pepote à 9 ans et 6 mois, qui vont se réduire à 5 ans et ne va purger que 3 ans de prison. En 2014, dû à une faille au ministère de l'Intérieur, il va gagner un recours et va devoir être réintégré à la police. Pendant que le clan purge les peines du cas Sombania, le procès du cas Kaboul va s'ouvrir. 55 accusés, amis et ennemis. La matriarche, traînée de prison en prison et de procès en procès, ne baisse pas la tête. Le procès Kaboul va se célébrer en 2012 sous des mesures de sécurité extrêmes. Il va se réaliser dans un endroit spécialement habilité pour accueillir le clan de la PACA ainsi que 5 autres clans. Pour la PACA, le procureur demande une peine de 17 ans. Toutes les peines additionnées, 697 ans de prison pour tout ce beau monde. Dans la salle où avait lieu le procès et se concentraient les plus grands trafiquants de drogue de l'île, vont se rencontrer le clan de la PACA et le clan de Los Peludos, les poilus, en guerre depuis 2009. On va vivre quelques moments de tension. ¿Quieren callas? Alfonso, como siga, le echo, de la sala, ¿vale? Pues cállese. En septembre 2009, pendant que la Guapi et la PACA sont en prison, c'est la Parrala, nièce de la PACA et intime de la Guapi, qui gère le clan. Un clan qui n'avait plus ni le pouvoir ni la fortune d'antan. D'un autre côté, nous retrouvons un clan rival, en pleine ascension, le clan des Peludos, les poilus, dirigé à ce moment-là par une autre femme, Trinidad Santiago, à qui le clan de la PACA doit 15 000 €. La nuit du 7 septembre 2009, depuis Songotleu, un quartier qui monte en puissance dans la vente de la drogue, arrivait en voiture Trinidad Santiago avec ses 2 fils, José, alias El Farru, et Manuel, ainsi que 2 femmes du clan, Adoración et Rosa. Ils se dirigent vers la rue 4 de Sombania, où habite la Parrala. Les 3 femmes vont taper à la porte. Les 2 hommes restent en retrait, et une forte discussion s'engage entre les femmes du clan des Peludos et la Parrala, qui était accompagnée de sa cousine, la Jevi. Tout d'un coup, El Farru s'énerve et commence à crier « Parrala, à toi je vais te tuer ce soir, et à toi Evie aussi je vais te tuer !» La Parrala fait face au Farru, et c'est la mère Trinidad qui lui dit au Farru « Mata-la, tue-la !»
La Parrala va recevoir une balle dans la tête et le Farru va se blesser lui-même. La Parrala va mourir quelques heures après son arrivée à l'hôpital. Le clan de la Paca crie vengeance. Et c'est dans cette ambiance que se réalise le macro-procès de la drogue. J'ai dit à la police, il vaut mieux que ce soit vous qui les attrapiez, à que ce soit nous. Parce que si c'est nous qui les attrapons, on va faire œil pour œil, dent pour dent, on va le tuer. Le procès Kaboul continue, mais tout ce monde a les moyens de se payer de bons avocats. Et tout d'un coup, une bombe informative explose. Le rose, couleur préférée de la Paca, va lui porter chance. Le procureur demandait 17 ans de prison pour la Paca, mais le tribunal vient de l'acquitter. Pas de preuves contre le clan, que la police accuse d'être le principal distributeur de drogue aux îles Baléares. La patriarche et son clan sont vraiment contents de cette nouvelle tournure que prend le procès. Seules 11 des 55 personnes jugées ont été condamnées. Le tribunal a annulé la principale preuve contre le clan de la Paca, les écoutes téléphoniques autorisées par le juge. Le tribunal trouve les écoutes anticonstitutionnelles. Malgré cet acquittement, la Paca retourne en prison, purger les 22 ans de peine qu'elle accumule. Le procureur fait appel et en 2015, la Cour de cassation va condamner la Paca pour le cas Kaboul à 6 ans de prison. En 2016, la Paca bénéficie de son premier permis de sortie. Actuellement, la Paca est en liberté conditionnelle et ses enfants entrent et sortent de prison. Le clan, bien sûr, n'est plus que l'ombre de ce qu'il fut, un clan parmi tant d'autres. Tengo yo mi cabecita